Ok, donc je vais commencer par parler d'héritabilité. Donc je suis désolé, ça va commencer par quelques petits mots un peu, enfin des passages avec un peu de maths. J'arrive pas à me retenir. C'est vraiment des maths très simples qui ont pour fonction, entre autres choses, d'impressionner les gens qui ne comprennent pas les mathématiques. Et malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de démystifier complètement. Si ça va continuer à vous paraître difficile, croyez-moi, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps. Parce que c'est vraiment des maths de niveau lycée, en fait. Faut pas, on n'est pas dans les grandes théories mathématiques. Bon, alors, un tout petit contexte historique. Au commencement, Galton était. Et Galton voulait expliquer deux choses. L'atavisme, ce qu'il appelait l'atavisme, j'imagine d'autres à son époque appelaient l'atavisme, c'est-à-dire la réapparition de caractères ancestraux. Il n'y a pas que Mendel qui faisait une fixette sur la réapparition des caractères récessifs. Galton l'avait bien remarqué aussi. Donc, bon, par exemple, la couleur des yeux, c'était la sagesse populaire, les caractères qui sont d'une génération, peut-être deux générations. Bon, voilà. Donc ça interpellait beaucoup Galton également. Et puis, Galton était intéressé par la corrélation entre les phénotypes quantitatifs avec comme exemple la stature. Il avait beaucoup travaillé sur la stature des individus. Mais il avait en ligne de mire, bien entendu, l'intelligence, même si le QI n'avait pas été inventé, donc les gens n'avaient pas différentes intelligences, il avait inventé sa propre échelle de mesure d'intelligence, et il a fondé d'ailleurs, c'est lui le premier à avoir donné des scores d'intelligence à des gens qui étaient morts depuis des siècles, au doigt mouillé. Enfin, alors pour ça, il a produit deux choses, une théorie sur le support matériel de l'hérédité, la STIR, dont je ne parlerai pas. Enfin, en gros, il avait vraiment une théorie qui était assez cohérente, même si elle était fausse, avec vraiment quelque chose qui préfigurait la lignée germinale, germaine et le soma de Weissmann, bon, qui était quelque chose d'assez intelligent, en fait, même si c'est faux. Et puis, à partir de ça, et de la manière dont des cellules, en gros, enfin des cellules, parce qu'il n'y avait pas ce mot, mais bon, faute d'un meilleur mot, je vais dire des cellules, étaient transmises par les géniteurs à l'enfant en développement, un modèle mathématique qui permettait d'expliquer des constatations empiriques, comme la corrélation entre la taille des apparentés, sur la taille des parents et la taille des enfants, ou comme la régression vers la moyenne, c'est-à-dire que quand les parents ont une taille plus grande que la moyenne, l'enfant va tendre à avoir une taille plus grande que la moyenne aussi, mais il va régresser vers la moyenne, c'est-à-dire qu'il va avoir une taille plus grande que la moyenne, mais moins que ses parents, un écart moins important que ses parents. Chose qui a cessé d'être vrai au cours du XXe siècle, en moyenne, si j'ose dire. Bref. Bon, donc ils avaient bâti, et surtout à la fin de sa carrière, grâce à l'apport mathématique de quelqu'un comme Pearson, un ensemble vraiment d'explications cohérentes pour pas mal de choses. Ce qui fait que quand les lois de Mendel, donc Mendel est mort en 1880, et des copies, 85, quelque chose comme ça, il avait publié son papier en 1860 et des copies aussi. Et puis, le papier de Mendel était passé complètement inaperçu, parce que c'était pas il faisait mal la partie finale du processus scientifique, était de convaincre les autres. Il était très occupé aussi par ses tâches administratives, non pas dans son université, non pas par ses tâches d'enseignement, mais par ses tâches d'enseignement et d'administration au couvent. Bref. Et donc voilà, c'était passé complètement inaperçu. Ça a été redécouvert en 1900 avec enthousiasme par un certain nombre de chercheurs, mais les biométriciens, donc les héritiers de Galton, n'ont pas du tout bien accueilli ça, parce que, entre autres choses, même si au départ il y a une autre querelle qui est sur la spéciation, en fait, mais entre autres choses, ça ne semble pas s'appliquer au phénotype quantitatif, et ça ne semble pas pouvoir expliquer ces sortes de corrélations entre la stature des apparentés. Et donc, Fischer, en 1918, a proposé donc, ce qu'on appelle le modèle polygénique,
demandant, donc en gros, la question posée, c'est est-ce que vraiment le modèle mendélien est incompatible avec cette histoire de corrélation entre apparentés. Donc pourquoi c'était incompatible? Parce que un gène vu par les mendéliens, c'était deux caractères, avec un caractère qui était récessif, l'autre qui était dominant. Et donc bon, aujourd'hui on parlerait d'allèle récessif et dominant, mais ça détermine deux caractères différents, les yeux clairs, les yeux foncés, éventuellement. Bon, des hommes grands, des hommes petits, mais pas un continuum, pas quelque chose qui varie de manière continue. Et donc, ça va pas. Éventuellement, en abandonnant la dominance, ce qui n'était pas si évident, puisque les mendéliens y tenaient beaucoup, cette histoire de, enfin, les mendéliens, les Bateson, bon, voilà, et les quelques autres qui défendaient Mendel, tenaient vraiment beaucoup à ça et se concentrer sur des caractères qui vérifiaient cette chose-là. Mais il dit, bon, au mieux, trois tailles différentes si hétérozygote à une taille intermédiaire. Bon. Alors voilà ce que dit Fischer. En fait, il dit simplement, bah, en fait, s'il y a un grand nombre de facteurs indépendants qui agissent de concert de manière additive, en fait, on va additionner les petits éléments de taille de chacun de ces facteurs. Je crois que c'est la plus jolie à dire. Les petits effets de chacun de ces facteurs, on va obtenir, dès qu'il y a un assez grand nombre de facteurs, on va obtenir quelque chose qui ressemble à une loi normale, donc omniprésente en biométrie depuis Kepler. On n'a pas le temps de discuter de tout ça, mais et donc voilà, c'est tout à fait satisfaisant. Et donc il faut se placer dans ce modèle pour calculer une corrélation entre apparentés et on espère trouver quelque chose qui est compatible avec les lois des biométriciens. Donc c'est là que les choses un peu pénibles vont commencer. Et après, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça. Alors, voilà le modèle. On se dit la valeur du phénotype est la somme. Jacques, si je bouge cette petite fenêtre-là, ça ne va pas perturber les gens qui regardent. Et la valeur, donc la valeur du phénotype, alors phénotype, c'est la taille, hein, par exemple, la stature. C'est la somme d'une valeur G qui va dépendre exclusivement des gènes, et puis d'une valeur E, je mets les guillemets effet aléatoire dû à l'environnement, parce que c'est pas vraiment dans le vocabulaire de Fischer, hein, c'est plus, on est plus dans l'idée que ce sont des erreurs de mesure, en fait, à l'époque. En filigrane, Fischer et avant lui, les biométriciens voient plutôt ça comme Kepler déjà, hein, pas des effets réels, mais plutôt des variations aléatoires autour de la vraie valeur. Bon, c'est pas très clair. Et donc, aujourd'hui, bon, on va se passer, voilà, des effets considérés comme aléatoires qui sont dus aux influences environnementales. Donc, bon, pour la stature, on va imaginer l'alimentation, le fait ou non d'avoir été malade, l'histoire de la série d'éléphants, etc. Donc, ce facteur G résulte de l'effet d'un grand nombre de facteurs mendéliens. Donc, je vais expliquer au transparent suivant, c'est quoi un facteur mendélien. Donc, la somme d'un grand nombre de facteurs mendéliens indépendants, en fait, indépendants au sens statistique du terme, il n'y a pas de corrélation. Et puis, on va supposer également que ces termes G et E sont indépendants. Donc, pour ceux qui se souviennent du cours de statistique, ça nous dit que la variance, c'est une mesure de dispersion, la manière dont la variance, c'est une manière de mesurer la dispersion d'une variable qui va fluctuer dans la population autour de sa moyenne. La variance de ce phénotype est égale à la variance de l'effet du facteur G plus la variance des effets environnementaux. Il suppose en outre qu'il n'y a pas d'interaction. Donc effectivement, le modèle là, il est additif, donc il n'y a pas d'interaction gène et environnement. Et puis on va supposer aussi que ce facteur E, là, il est distribué pareil pour toute la population, pour tous les individus de la population. Et de manière indépendante d'un individu à l'autre. C'est important, c'est vraiment très limitant. Bon. Alors, il abandonne la dominance récessivité des mendéliens, donc bon, il n'est pas tout à fait le premier à le faire, il y avait c'est nul, je crois qu'il avait fait avant lui, mais le papier d'Hull, je n'ai pas lu en fait.
c'est très obscur. Bon, le papier de Fischer est de toute façon très obscur également. Donc, j'ai passé plus de temps à lire Fischer. Donc voilà ce qu'on fait. On considère un seul de ces facteurs mendéliens X, ici, ça va être quelque chose de cette forme-là. Vous avez un gène avec des deux allèles, donc ce qui est transmis par les parents. Donc soit les deux parents ont transmis, parce que Mendel aurait appelé un caractère, ce qu'aujourd'hui on appelle un allèle, le grand A, soit ils ont tous les deux transmis petit a, soit il y en a un qui a transmis le grand A et l'autre petit a. Et puis vous avez des effets, des écarts en fait entre entre la taille, en fait l'écart attendu entre la taille, les gens qui ont reçu grand A, les gens qui ont reçu un grand A, un petit a, et les gens qui ont reçu petit a, qui est représenté ici, comme ça c'est U1 et U2. Et on commence par s'intéresser à ce qui se passe dans une paire d'apparentés parent-enfant, le père et son enfant. Et Fischer calcule ça, cette covariance. Bon, ok, calcul un peu pénible, mais c'est pas très compliqué. Et puis il remarque, il dit, bah, tiens, enfin, il y a une belle factorisation, ça c'est quand même. Qu'au départ, on a ce truc-là développé, puis bon, on s'aperçoit que ça factorise. Et donc ça, c'est assez joli de dire, tiens, si je pose U égale à cette chose-là, ce qui revient à prendre une moyenne pondérée en fait pour les effets de U pondérés par les fréquences alléliques, en fait, bon, ce qu'on va appeler un facteur mendélien additif, en fait, où chaque allèle, c'est la même chose que si on suppose que chaque allèle contribue pour la valeur U, et donc on a un effet complètement linéaire comme ça. Et c'est vraiment pas dicté par j'ai envie de regarder que les effets additifs, c'est dicté par ce qui m'intéresse, c'est la covariance entre les apparentés. Et si je m'intéresse à la covariance entre les apparentés, je m'aperçois que seule cette partie additive joue un rôle dans la covariance. Vraiment, on n'a pas besoin de U1 et de U2, on a besoin que de leur valeur pondérée comme ça, et on fait comme si c'était additif. Alors, dans ce cas, calculons la variance de X elle-même, parce que là j'ai calculé la covariance, mais je n'ai pas calculé la variance. Voilà. On calcule, c'est atroce, c'est les maths élémentaires, de nouveau, c'est vraiment du calculus de base, mais ça donne un truc assez moche, mais qui se factorise vraiment de manière agréable, comme ça. Et donc vous avez ici un terme qui est la variance de ce facteur additif, comme ça, et puis un terme qui est ce que Fischer considère comme un résidu comparable à une erreur de mesure. En particulier, c'est indépendant du terme additif, et qui est une mesure en fait de l'écart à l'additivité. Est-ce que U2 est différent de U1? Et donc ça, c'est ce qu'on appellera aujourd'hui la composante de dominance, qui pour lui était un truc résiduel, la partie dominante. C'est-à-dire dominante, non pas au sens de Mendel, où c'est du récessif du dominant, mais au sens où c'est un écart à l'additivité. Alors évidemment, quand on est dans le modèle de Mendel, il y a une composante de dominante qui est non nulle, mais il y a aussi une composante additive. C'est pas tout à fait le sens qu'il faut avoir intuitivement. Alors, je finis, c'est bientôt fini, la souffrance. Donc, on revient à l'effet, au modèle de Mendel. L'effet total du génome, c'est donc la somme d'un grand nombre de facteurs comme ça, comme celui-ci. Et donc, si je note taux indice A, la somme des variances additives de chacun de ces facteurs, taux indice D, la somme des variances de dominance, pardon, j'ai la variance totale de G, qui est la somme de taux A et de taux D. Et puis, quand je calcule la covariance de ce facteur G chez le père et la covariance de ce facteur G chez l'enfant, je trouve, grâce au calcul qui était ici, vous voyez, ce PQ2, c'était 1,5, pardon, assez pénible, on passe les slides, il faut tantôt appuyer une fois, tantôt deux fois. C'était 1,5 de la variance additive, c'était 1,5 de 2PQ2. Et donc on trouve, grâce à ce calcul-là, on trouve que la covariance entre l'effet génomique du père et l'effet génomique de l'enfant, le facteur génomique, l'effet total du génome chez le père et l'effet total du génome chez l'enfant, c'est 1,5 de la variance additive. Donc on est prêt à conclure. Si le phénotype c'est G plus E avec une variance de E que je vais noter sigma carré, c'est la coutume, la covariance des phénotypes père et enfant, ça va être 1,5 de taux A. Là, je fais intervenir l'indépendance de G et de E. Il n'y a pas de corrélation entre gène et environnement, ce n'est pas vrai en population, en fait. Ça pourrait être vrai dans une famille, mais ce n'est pas clair non plus.
Et puis la variance totale du phénotype, c'est toi plus tau D, il y a la variance totale, la variance de G, plus la variance de E, qui est sigma carré. J'en déduis la corrélation entre le phénotype du père et la phénotype de l'enfant, c'est-à-dire la covariance divisée par la variance totale, c'est 1,5 de tau A sur ceci qui est la variance du phénotype, tau A plus tau D plus sigma carré, et c'est cette chose-là qui s'appelle l'héritabilité H carré. Le nom n'est pas donné par Fischer, hein, ça apparaît quelques années après. Et puis c'est devenu assez vite, donc ça s'appelle l'héritabilité restreinte, parce que c'est celle qui nous intéresse quand on s'intéresse à la corrélation entre apparentés, disons en ligne verticale, quoi, verticalement. Héritabilité restreinte, narrow sense en anglais, donc parfois au sens étroit en français, et l'héritabilité là au sens large, broad en anglais, qui est la variance totale de l'effet génomique sur la variance totale du phénotype. Et donc, on tend souvent aujourd'hui, quand on définit l'héritabilité, à ne parler que de rapport de variance, en oubliant un peu qu'au départ, c'était une histoire de corrélation entre apparentés. Pas tout le monde, heureusement. Et bon, c'est la base d'une confusion répandue qui est une histoire de dire, ah oui, en fait, c'est 30% des causes de telle ou telle chose qui sont génétiques et 70% c'est l'environnement ou le contraire, bon, quelque chose comme ça. Et d'en tirer des conclusions complètement absurdes. Bon. Alors, j'ai mis une petite citation de Fischer parce que c'est vraiment vraiment étonnant. Il prend les devants dès le début de cet article. C'est pas quelqu'un que comme disait Philippe tout à l'heure, on n'a pas tellement envie de l'emmener en vacances. Mais enfin, il faut reconnaître quand même que c'est quand même assez puissant. Je me suis posé la question, est-ce qu'il fait allusion à quelque chose de la littérature de l'époque? Vraiment, je n'ai pas trouvé. Déjà, il est le premier à utiliser la variance et non l'écart type. Dans ce papier-là, il est le premier à dire, je ne vais pas considérer l'écart type comme tout le monde, j'ai considéré le carré de l'écart type que je vais appeler variance. Pourquoi? À cause de la propriété d'additivité que j'ai utilisée tout à l'heure. Il est le premier à dire ça. Et puis, il devait quand même avoir communiqué avec des gens avant d'écrire son papier, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a quelqu'un dans le collimateur avec cette histoire de percentage of possession hein, du monde. Donc voilà, il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui est en population, en fait, et c'est quelque chose sur... il faut bien avoir compris, c'est quelque chose qui a un rapport avec des corrélations entre des individus et qu'il ne faut pas avoir des news phrases, des phrases vagues sur le pourcentage de causalité, le pourcentage des causes, qui obscurcissent la distinction essentielle entre l'individu et la population. C'est vraiment... on ne peut pas mieux dire, en fait. Et pourtant, il faut le répéter sans cesse, parce que visiblement, c'est pas clair. Alors, voilà le genre de choses qu'on a. Alors, en fait, on retrouve des choses... si on ne regarde pas les jumeaux monozygotes, les germains, les doubles cousins germains, c'est quand ils ont... les parents sont deux frères qui ont épousé deux sœurs, ou un frère et une sœur qui ont épousé une sœur et un frère. Ils ont tous leurs grands-parents en commun, quoi. Si on ne regarde pas les doubles cousins germains ou les jumeaux monozygotes, en fait, c'est effectivement que le petit h carré, l'héritabilité au sens étroit, qui apparaît avec un résultat qui était cher aux biométriciens, qui est que la corrélation est divisée par 2 à chaque génération. C'est vraiment plutôt un beau modèle, ça marche assez bien. Et puis, on voit apparaître la composante de dominance quand les gens peuvent se ressembler plus que par ascendance en ligne directe, parce que qu'est-ce qu'ils ont, les germains? Les germains, c'est frères et sœurs. Hein. Quelle est la différence entre, au niveau de la ressemblance de votre génome entre vous et votre frère par rapport est-ce que vous ressemblez plus à votre père? Alors, en moyenne, non, mais en pratique, à un locus génétique donné, à un endroit du génome donné, vous pouvez avoir 2 allèles en commun vous pouvez avoir reçu la même chose que votre frère de chacun de vos 2 parents, alors que vous avez reçu toujours exactement un allèle de votre père, mais jamais de... Donc, effectivement, c'est ça qui fait apparaître ces termes de dominance. Alors, évidemment, pour les monozygotes, c'est parfait. Vous avez exactement le même génome. Donc voilà, on aurait ce genre de relation. Donc voilà, on peut, il va y avoir encore 2-3 équations sur les twin studies, parce que je n'ai pas pu me retenir, j'en ai même rajouté par rapport à ce que je fais d'habitude.
on peut envisager d'estimer l'héritabilité simplement en mesurant des corrélations entre apparentés, par exemple entre parents et enfants, et puis dire, ben, en fait, comme la corrélation entre apparentés, entre parents-enfants, c'est 1,5 l'héritabilité, ben voilà, c'est bon, j'ai une estimation de l'héritabilité. Donc, bon, pourquoi pas, c'est ce qu'ont fait les premiers papiers, mais très vite, il apparaît une objection. Alors, j'ai pas de jalon historique pour très vite, il apparaît une objection. Mais il y a une objection qui est évidente, c'est qu'il y a un environnement partagé dans les familles. On mange la même chose, on est exposé aux mêmes agents toxiques, comme le tabac, par exemple, qui va augmenter la corrélation entre les phénotypes, simplement parce que les environnements sont plus indépendants. D'accord. Et donc, quand vous calculez la corrélation entre les phénotypes, vous avez la corrélation entre les environnements ou la covariance entre les, oui, enfin, la corrélation entre les phénotypes, vous avez la corrélation entre les environnements qui va entraîner une cause qui va augmenter artificiellement, qui va faire que la corrélation entre les phénotypes n'est pas due que à la corrélation entre les phénotypes, elle est aussi due à la corrélation entre les environnements. Donc si on fait ça, on va surestimer de manière assez grossière l'héritabilité. Alors ce qui a été proposé sont des études de jumeaux. Et ça ne marche pas. Vous allez voir pourquoi ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recrute des monozygotes, on calcule donc, MZ comme monozygote et DZ comme dizygote. Donc, les monozygotes sont ceux qui sont issus d'un seul œuf qui s'est séparé, on va dire accidentellement, je ne sais pas, en deux organismes de manière très précoce dans le développement, ce qui fait qu'on a vraiment deux individus qui sont clonaux ou quasi clonaux l'un de l'autre, quasi identiques génétiquement. Donc, on va calculer la corrélation entre les phénotypes. Et puis, les dizygotes, bon, ben là, il y avait deux œufs, donc il y a eu deux œufs de spermatozoïdes. C'est comme des frères et sœurs, comme des germains classiques, sauf qu'ils ont quand même partagé un peu plus d'environnement utérin que des germains classiques, mais pas autant que des monozygotes la plupart du temps. Les monozygotes sont, sont toujours monochorioniques et les dizygotes sont la plupart du temps dichorioniques. Bref, donc on calcule la corrélation entre les phénotypes des jumeaux dizygotes, les RDZ. On va obtenir quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez la stature du premier jumeau, la stature du deuxième jumeau. Chez les monozygotes, c'est un peu plus corrélé que chez les dizygotes. Et puis, on comprend bien que cet excès de corrélation entre monozygotes, c'est plutôt quelque chose. C'est plutôt quelque chose c'est plutôt quelque chose qui plaide pour l'existence d'un rôle du génome, parce qu'effectivement, les monozygotes, ça ressemble plus au niveau du génome que les dizygotes, donc cet excès de corrélation serait en faveur d'un rôle important du génome dans la statut. Alors, en effet, mais il faut faire des hypothèses supplémentaires et qui sont quand même assez importantes. Première hypothèse, c'est que les corrélations entre les environnements sont égales pour les jumeaux monozygotes et dizygotes. Alors, si je note trop ces corrélations entre les environnements des jumeaux monozygotes et dizygotes, il faut supposer que ces deux termes-là sont égaux. Et puis, il faut aussi supposer qu'il n'y a pas de composante de dominance. Il faut supposer qu'il n'y a que des effets additifs au niveau allélique, donc que la narrow sense heritability, l'héritabilité au sens étroit, est égale à la broad sense heritability, l'héritabilité au sens large. Alors dans ce cas-là, on peut calculer l'héritabilité en prenant le double des différences de corrélation. C'est ce qu'on appelle la formule de Felkemer. Alors ça peut être vendu de manière un peu plus sexy avec le modèle ACE en faisant des structural equation modeling, mais ça, après cuisson, ça revient exactement à ça. On peut estimer avec des maximums de vraisemblance. Au lieu de faire ça, c'est un estimateur des moments, quoi. Mais enfin, voilà, c'est vraiment bon, c'est vraiment la même chose. Mais alors, en plus des hypothèses, alors il y avait déjà il y a les hypothèses simplificatrices du modèle, c'est vraiment il n'y a pas d'interaction gène-environnement, il y a indépendance entre gène et environnement, etc. Il n'y a pas d'interaction non plus entre les différentes parties du génome, etc. Il faut aussi supposer qu'il n'y a pas d'homogénisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union préférentielle entre individus qui ont qu'il y a des corrélations entre les génotypes des parents, en fait. Sinon, évidemment, ça va fausser le calcul. Bon, bref. Mais en plus de ça, de toutes ces histoires classiques, il y a des hypothèses additionnelles qui sont vraiment importantes. Il n'y a pas d'effet de dominance. Et puis, on a la même corrélation ρMZ et ρDZ des environnements des jumeaux. Et sans ces deux hypothèses additionnelles-là, en acceptant le reste des hypothèses,
En fait, ce qu'on estime, c'est l'héritabilité plus 1,5 fois la différence entre donc, les effets de dominance seuls, la différence entre l'héritabilité au sens large et l'héritabilité au sens étroit, et plus 2 fois 1 moins l'héritabilité au sens large, fois la différence des corrélations entre monozygotes et dizygotes. Et donc, en particulier, dans une étude de jumeaux, si vous avez quelque chose, ah bah ouais, on a trouvé 70% d'héritabilité, ça peut tout à fait être compatible avec petit h carré égale grand h carré égale 0, donc tout ça égale 0. Ici, ça fait on obtient 2 fois la différence entre les corrélations des environnements des monozygotes et des zygotes. Donc en particulier, alors Julien Larègue m'a envoyé il y a quelques jours une étude qui montrait que le goût pour le jazz était héritable, donc, basé sur une étude de jumeaux, donc fantastique résultat. Et donc avec cette méthodologie-là qui nous donc bien, enfin, vous voyez, Bourdieu a tort, enfin, c'est pas l'exposition, enfin, on construit pas ses goûts à travers la sociabilisation, etc. Vous voyez, c'est une énorme composante génétique. C'est complètement compatible. Vous voyez, enfin, vous dites, ben, en fait, oui, les jumeaux construisent leur goût les jumeaux monozygotes construisent leur goût par mimétisme avec leurs frères ou leurs sœurs de manière beaucoup plus importante que le font les dizygotes. Et ça explique complètement l'observation, l'estimation d'héritabilité. Donc, il n'y a pas du tout, c'est pas du tout un moyen de trancher sur ces choses-là. Donc voilà, même des gens qui font de leur métier, c'est leur boulot, quoi. Hein. C'est pas du tout les amateurs, c'est des gens qui pratiquent ces modèles, qui font ces études. Ils font ce raccourci qui est complètement ahurissant. Bon, voilà. Donc, oui, alors voilà, effectivement, donc on peut insister là-dessus. Ça ne veut pas dire que les études de jumeaux ont forcément aucun poids. C'est une histoire de plausibilité. En fait, vous avez estimé cette chose-là. Donc, il y a ce terme de droite là qui a un poids, ce terme de droite qui a un autre poids. Alors, quel est le poids relatif de... Alors, effectivement, quand si vous en revenez à la stature, vous avez le droit de dire, ah oui, mais je pense quand même que peut-être que ça, c'est positif quand il s'agit des effets sur la stature, mais c'est sûrement pas très, très élevé. Et je suis prêt à croire que ça, c'est élevé. C'est un acte de foi, c'est sans doute plus plausible que quand il s'agit de jazz, de l'exposition au jazz. On va prendre un autre exemple. Si je prends le tabac, là, c'est beaucoup plus emmerdant. Parce que, d'une part, c'est plausible qu'il y ait des effets biologiques sur l'addiction au tabac. Alors, on est plus ou moins exposé au fait de commencer à fumer. Bon. Mais il y a des gens qui ont des récepteurs nicotiniques. Il y a des variations génétiques dans les récepteurs nicotiniques. Et donc, il y a vraiment une plausibilité qui est dans l'addiction au tabac. Et donc, dans le statut fumeur, ça dépend du fait qu'on est addict ou pas, parce que si on n'est pas addict, on arrête plus facilement, bon, etc. Il y a des choses qui font que c'est plausible, ces choses-là. Mais il y a quand même une forte composante sociale dans le fait de fumer, et donc bon, le mimétisme mimétisme gémellaire, on va dire, peut expliquer, voilà. Donc on pourrait rajouter, pour vérifier, il faudrait peut-être rajouter la marque, si nous sommes tous les deux des Lucky Strike, c'est peut-être plus dû à ça que à ça. Bon, ok, c'est rigolé. On va passer au trait binaire. Alors, sinon c'est fini pour les maths, il y aura un petit peu de... On va brasser un peu, mais ça va rester les grandes idées. Alors, les traits binaires, donc typiquement les pathologies, les maladies, quoi, hein, qui intéressent les épidémiologistes. Donc, quand tout va bien, c'est des maladies récessives ou dominantes, et là, on sait faire. Et puis, il y en a où on ne sait pas faire, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a de fortes suspicions qu'il existe une composante biologique dans l'étiologie de ces maladies, une composante génétique, parce que parce qu'il y a des risques accrus chez les apparentés d'un cas. C'est-à-dire si vous avez un frère qui a la sclérose en plaques, vos propres risques de développer une sclérose en plaques sont beaucoup plus importants que quelqu'un qui est pris en population générale. Alors, ce n'est pas incompatible avec une hypothèse environnementale, puisqu'on sait qu'il y a des expositions virales qui entrent en jeu, etc. Mais enfin,
fait suspecter des choses comme ça. Bon, il y a d'autres maladies, les diabètes, des types 1, des types 2, etc. La schizophrénie, et donc il faut proposer un modèle. Donc Falconer propose, mais alors c'est vraiment une espèce d'opération de sauvetage, quoi. Il manque un S à susceptibilité, c'est horrible. En français, en français susceptibilité ou inclinaison, ou parfois liabilité, pour traduire mal liability en anglais, qui dit en fait, bon, il y a quelque part dans une espèce de cosmos, ou peut-être réellement biologiquement, une variable qu'on n'observe pas directement, qui va suivre le modèle gaussien, et avec un seuil au-delà duquel ben voilà, on déclare la maladie. Et cette variable-là, elle est déterminée sur le modèle de Fischer, P égale G plus E. Alors oui, on est vraiment dans on commence à faire des choses vachement gratuites. C'est déjà Fischer. On peut vraiment analyser la fonction du modèle proposé par Fischer comme étant une démonstration du fait que les observations des biométriciens n'invalident pas la théorie mendélienne. Donc, c'est peut-être suffire de se taper dessus et que bon, on peut peut-être réussir à travailler dans le cadre mendélien pour continuer à faire de la biométrie et à s'intéresser aux corrélations entre apparentés. Il y a des modèles qui expliquent ça, et ça pouvait être appelé à être modifié, à être affiné, etc. C'était pas un modèle, c'est pas le modèle des traits génétiques. Mais là, quand on passe à cette histoire de variables latentes, comme ce modèle ne s'applique pas aux variables binaires, bon, on rajoute une couche, là, mais c'est complètement, enfin, il y a un côté hyper gratuit, quoi. C'est vraiment, on est vraiment dans le truc. Bon. C'est gratuit. Alors, il semblerait que Falconer pensait que, par exemple, pour le diabète, c'était assez cohérent parce qu'il y avait la quantité de glucose dans le sang, des choses comme ça qui pouvaient être éventuellement la vraie variable de susceptibilité ou la vraie liability, quoi. Mais bon, il y a des doutes quand même dès le début sur le fait que ce soit vraiment autre chose qu'un artifice mathématique pour pouvoir continuer à calculer des irritabilités, quoi, en fait, parce qu'on est embêté de ne pas pouvoir le faire. C'est un peu ça. Je caricature un peu, mais un petit peu de ça. Alors, on va prendre un exemple, l'exemple favori de Philippe, mais grâce à qu'on a tous découvert grâce à, comment il s'appelle, à Laurent Alexandre, hein, qui avait dit triomphante, ah, regardez, même le juggernautship génétique, quoi. Alors, ça fait sourire, Patrick Magnusson est quelqu'un de vraiment très très connu. Bon, j'ai vérifié cet après-midi, mais bon, je n'avais pas relevé le nom de Tove Foll, mais c'est aussi quelqu'un qui a un chandelier de 55. Quoi. Ce sont des gens vraiment sérieux, quoi. C'est-à-dire, à un moment, je me suis dit, tiens, ça se trouve, vous avez un stagiaire de M2 qui avait fait un beau boulot sur un exemple d'utilisation des registres de jumeaux, puis ils ont dit, on va essayer de valoriser par un papier, on va bien vendre avec les histoires de as implication for understanding the... Mais non, en fait, apparemment, ce sont vraiment des gens très sérieux, quoi. Ou alors, je ne sais pas, c'est une espèce d'humour très pince sans rire, vraiment. L'humour suédois, encore pire que l'humour anglais, mais je ne crois pas. C'est vraiment des gens très sérieux. Patrick Magnusson, il est dans les papiers sur Educational Attainment. Régulièrement, je n'ai pas vérifié dans le dernier, mais sans doute Tove Foll aussi, d'ailleurs, je sais pas. Bon. Alors, comment ça marche? Voilà, c'est ça, en gros. Hein, vous avez le nombre de paires concordantes pour... donc, si on s'intéresse aux femmes, 6600 paires de jumelles, dont 935 qui ont toutes les deux un chien, 306... non, qui n'ont... Ah, attendez. Non, 306 qui ont toutes les deux un chien, 935 où il y en a une qui a un chien et pas l'autre, et puis toutes les autres, elles n'ont pas de chien ni l'une ni l'autre. Et le même genre de choses pour les dizygotes. Et puis, voilà, on calcule la corrélation tétrachorique. Donc, c'est quoi? Ben, c'est la corrélation entre ces variables latentes, ces fameuses variables latentes de susceptibilité d'une inclinaison à avoir un chien. Donc, voilà ce que ça donne, en fait. Là, j'ai refait
je ne sais plus pour lesquels, je pense que c'est pour les monozygotes. J'ai fait un plot qui représente là-dessus, il faut imaginer qu'il y a 6000 points et les bleus clairs ici, il y en a 935, les bleus foncés, il y en a 306, et puis ce qui reste là en noir, c'est les concordantes négatives qui ne sont pas rapportées dans la table qu'on obtient par soustraction. Et donc, par une méthode classique de stats, hein, on arrive à estimer cette corrélation à 0,58, et puis pour les zygotes à 0,35, et puis on applique la formule de cette première et on trouve 0,46. Alors vous allez me dire, si vous avez fait très attention, que pour les femmes, c'était pas 46, c'était 57%. Alors, parce qu'il y avait des covariables qui étaient le modèle est un tout petit peu plus compliqué, ils prennent en compte, je ne me rappelle plus quoi, l'âge, des choses comme ça, pour affiner l'estimation, mais voilà, il conclut à une composante génétique avec donc, vraiment une implication for understanding domestication and health association. Donc c'est vraiment, pourquoi pas quoi, hein, c'est sérieux. Alors bon, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur le mimétisme gémellaire, plus important entre les monozygotes et les dizygotes, suffit à expliquer ce résultat sans voir, sans y voir une preuve de l'existence d'une composante génétique à l'envie de chien, quoi. Voilà. Alors, on entre dans le dur avec. Alors, j'ai zappé l'histoire des estimations d'héritabilité sur le génome, parce que, pour finir, bon, plus directement intelligible de voir ces histoires de scores de prédiction génomique. Donc, il y a des études d'association avec le génome entier qui ont produit une grande quantité de données. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, si on parle d'estimation de ces scores d'estimation génomique pour la taille, pardon, la stature plutôt, taille étant un peu ambiguë, pour la stature ou pour l'educational attainment, c'est qu'au départ, ces données, elles n'ont pas été collectées dans ce but-là. Il n'y a personne qui a financé le génotypage de 3 300 000 individus pour obtenir des estimations d'héritabilité d'educational attainment. C'est vraiment du recyclage de données qui ont été collectées dans le cadre d'études épidémiologiques qui ont été vendues aux décideurs, aux financeurs, avec la promesse de on va améliorer la santé publique, la santé de la population d'une part, la santé des patients d'autre part. On va trouver les causes génétiques des maladies et on va soigner. En fait, on ne fait que dalle. On s'amuse avec les données. Et puis, comme ces données de l'educational attainment, en gros, dans tout questionnaire de recrutement de base, vous avez ça, coché homme, femme, âge, niveau d'études, occupation éventuellement, bon, des choses comme ça, socio-économical, status, tout ça c'est présent en fait. Et donc, il suffit de rassembler toutes ces données qui ont été collectées de manière complètement disparate dans des buts complètement différents, on met tout ça ensemble, les profs, on fait tourner la moulinette, et ça coûte pas si cher que ça. Bon, ça coûte cher parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ça coûte cher en temps de travail, éventuellement un petit peu de temps de calcul, quoi, mais l'essentiel du coup, c'est le génotypage et il a été payé dans d'autres buts, en fait. Du moins, même si des gens avaient des arrière-pensées, il n'a pas été vendu pour ça. Au moins, ça a enrichi les gens qui ont des entreprises qui vendent des puces de SNP. Hein. Ça les a enrichis considérablement. C'est peut-être pas si anodin que ça, parce que je sais pas qui y a dans le board de Nature et de Science et qu'est-ce qu'ils ont comme action dans la Silicon Valley. Bon, et donc on construit des prédicteurs en faisant quoi? On somme un grand nombre de variables sur tout le génome. On sélectionne très très large des variables et puis on construit des prédicteurs. Et donc ça fait ce genre de choses, quoi. Vous avez la taille mesurée et la taille prédite, en fait. Là, en mettant dans le modèle la taille des parents, et puis là, sans l'information parentale, et vous voyez, bon, ça ne prédit pas très bien, mais ça ne prédit pas si mal. Tous les goûts sont dans la nature. C'est pas utile, mais ce serait quelque chose d'utile, ce serait pas honteux.
juste pas utile de prédire la taille de quelqu'un à partir de son génome, parce que si vous pouvez lui faire si vous pouvez faire un swab, enfin, si vous pouvez prendre son génome, a priori, vous pouvez aussi le passer sous la taille, sous la toise. Éventuellement, je sais pas, peut-être des cas, mais voilà, donc bon. Okay. Et puis, voilà, il y a des gens qui font ça. Donc voilà, c'est celui qui vient de sortir là, avec 3 300 000 individus. Et c'est donc le nombre d'années d'études. Alors, les paquets doivent... Alors, après ajustement, c'est les résidus après ajustement. Donc, les paquets doivent correspondre à, grosso modo, baccalauréat, licence, master, je ne sais pas trop. Bon. Et puis, vous avez le score polygénique. Là, vous voyez. Et en gros, bon, c'est gonflé de faire une régression là-dessus, vous allez me dire. Ouais. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, la régression, ça a été fait pour des choses qui sont gaussiens bivariées au départ. Mais bon. Plus sérieusement, on peut se demander quand même pourquoi est-ce qu'ils ne considèrent pas ça comme un trait, plutôt que de prendre un résidu de régression sur... alors, je ne sais pas, je ne lis pas ces papiers, j'avoue. Hein, je suis allé prendre la figure. Hein, peut-être qu'il y a la réponse quelque part. Hein. Mais c'est vrai que le trait est comme, même après résidu, très multimodal. Donc, si c'est lien baccalauréat, master, licence et master, plutôt que d'ajuster, il y a des gens qui sont un petit peu entre les deux, d'accord, bon, mais globalement, la plupart des gens tombent là-dessus, on peut réassigner ceux qui ne tombent pas là-dedans au plus proche, puis considérer ça comme quelque chose qui a 3 modalités, et puis l'analyser comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? C'est vrai qu'on peut se poser sérieusement la question. Ça, par contre, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est vrai que ce serait quand même sûrement plus élégant statistiquement, mais peut-être qu'on verrait que ça prédit que dalle. Parce que, effectivement, quelqu'un qui a moins 2, là, pour le score polygénique, pour finir, bon, peut-être que ce qui a joué le plus dur dans le fait qu'il soit dans ce paquet-là, plutôt dans celui-là ou dans celui-là, ça a été à un moment donné de sa scolarité une orientation, et pas tellement son interaction avec ce qu'on lui transmet, mais plus la manière dont le système le traite, dont le système scolaire le traite à un moment donné, à un point charnière, un point pivot entre ces choses-là. Bon. On ne sait pas du tout ce qu'on voit là-dedans. En fait. Bien sûr que on peut soupçonner énormément de facteurs qui n'ont rien à voir avec la cognition, mais plus avec la compliance, avec l'école. Alors, un sens très large. Si vous avez des problèmes de santé mentale ou de santé tout court, évidemment qu'il y a un moment, ça pèse sur votre scolarité, ça pèse sur votre... Donc ça peut être des effets complètement indirects. Quoi. Alors tu citais tout à l'heure le papier de Reich là, où il avait fait un scandale parce qu'il parlait de race. Alors dans ce papier, il y avait un truc très intéressant où il parlait d'un papier de Decode, où ils avaient vu une petite corrélation, significative mais toute petite, entre le truc qui est vraiment le grand fantasme des eugénistes, hein, qui est que les gens qui font plus d'études ont aussi moins d'enfants. Donc, oulala. Mais la réflexion de Reich était très intéressante, c'était justement pas eugéniste bas du front. Il disait il est très possible que ça démontre que, pour finir, les effets du génome sur l'éducation attainment sont médiés par quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec l'éducation. Effectivement, on peut bien imaginer que le nombre d'enfants dans une famille, et alors j'avoue, je suis honteux, j'ai pas fait cette bibliographie, mais ça a dû être énormément étudié en sociologie, que le nombre d'enfants dans une fratrie a un rôle sur un effet sur le temps de scolarisation de ces enfants. C'est pas du tout la même chose de payer des études à un enfant unique. Ça paraît trivial, oui. C'est pas du tout la même chose de payer des études au-delà du baccalauréat, on va dire, à un enfant unique qu'à une fratrie de 8. Quoi. Bon.
Donc, je crois même qu'il y a des choses sur le rang de naissance. Oui, donc, c'est des bases sur la... Voilà, donc on pourrait mettre ça en balance. Je pense que tout ça est complètement ignoré dans cette étude. D'ailleurs, vous voyez, bon, controlling for sex, birth year and ancestry, ils n'ont pas contrôlé sur family size. Bon. Alors peut-être qu'ils ont testé, que ce n'était pas significatif, je ne sais pas, il faut aller lire le papier, j'avoue. Bon. Alors ça peut être, voilà, ça peut être médié. Donc ces effets, à supposer qu'ils soient réels, bon, peuvent être médiés par des choses qui n'ont strictement rien à voir avec la cognition. Il peut y avoir aussi effectivement des biais absolument énormes qui peuvent être dus à des histoires de structure de population. Alors, c'est toujours gênant de dire ça parce qu'il dit, ah oui, mon contrôle sur la structure de population, ça va y mettre les premières composantes principales. Structure sur il contrôle sur la structure de population, mais en fait, ça peut être beaucoup plus visible. En fait, les structures sur la structure de population grossière, en gros, nord-sud, quoi, grosso modo, quoi. Ça, d'accord, ils attrapent à peu près ça avec les composantes principales. Bon, sud, est-ouest, les variations géographiques. Mais des choses, des structures de population plus fines qui seraient causées par l'assortative mating, par l'homogamie, en fait, donc le fait que le nombre d'années d'éducation des deux parents est corrélé entre eux, entre le papa et la maman, c'est corrélé, et c'est aussi corrélé à celle des enfants. Hein. Ça, au fil des générations, ça peut créer une structure de population très fine, qui, à mon avis, et bon, on projette, enfin, personnellement, ça fait longtemps que je projette, mais ça semblerait peut-être se concrétiser dans un avenir proche, de travailler là-dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment overlook. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout clair qu'on ajuste bien là-dessus. Alors, parmi les défauts connus, rabâchés, c'est que ça ne peut pas se transposer à d'autres populations. Ce qui est, en gros, la chose qui est dite dans la FAQ, dans la Frequently Asked Question que Hélène a cité tout à l'heure, des auteurs de cette étude qui avait été citée par le tireur de Buffalo, qui n'avait pas lu le papier, mais qui avait sûrement lu un commentaire dans 4chan ou sur Twitter. Donc, il n'était pas allé voir la FAQ. Donc, ils disent oui, il ne faut pas transposer d'une population à une autre parce que c'est bien connu, les scores de prédiction génétique. Donc, ici, la schizophrénie. Bon. Alors, c'est un score qui a été construit chez les Européens. Et puis ça, c'est les populations du projet Midgenome. Et donc, effectivement, les populations européennes, elles sont ici, les CEU, et ici, les TSI. Et alors, pourquoi il n'a pas mis les deux populations européennes? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait, la Curtis? Il n'y a pas les IBS, hein, par exemple. Bon, il faudrait que je lise le détail du papier. Intéressant. Bon, voilà, en gros, là, les Yoruba, alors voilà, si on en croit ce score de prédiction polygénétique, les Yoruba devraient avoir un taux de schizophrénie absolument gigantesque, donc ça ne marche pas. Et donc les effets de l'ancestry sont beaucoup plus forts, en gros, quand on applique. Alors, donc, même les gens qui vendent les scores de risque polygénique, hein, ils le disent toujours, bon, ça, voilà. Ils disent du coup, alors, les gens qui sont d'ascendance mixte, alors j'aime bien ascendance mixte, on ne dit pas de race impure, ascendance mixte. Non, c'est assez terrible en fait, c'est chiant en fait, parce que en fait, être d'ascendance mixte, qu'est-ce que ça veut dire être d'ascendance mixte? En gros, en Europe, si vous êtes français, vous êtes d'ascendance mixte, parce qu'il n'y a pas de français dans ces grands panels. Donc vous êtes une espèce de mosaïque d'italien, d'espagnol et d'anglais. Bon. Alors peut-être que ça peut marcher pour calculer des choses, si vous voulez, mais ça n'a aucun sens. Quoi. C'est une population. La population, c'est un continuum. Donc, il n'y a pas de population pure et de population qui sont mixtes. Alors, évidemment, il peut y avoir des gens qui viennent, qui ont 4 grands-parents bretons, qui épousent quelqu'un qui a 4 grands-parents vosgiens, donc ça fait un enfant d'ascendance mixte. Enfin, bon, il faut vraiment le définir, quoi. Hein.
c'est pas du tout clair que c'est à ça qu'on pense. Bon, bref. Bon, donc on ne peut pas appliquer à ça. Alors pourquoi? Parce que les patterns de LD, les patterns de corrélation sur le génome ne sont pas les mêmes. Mais alors, si c'est tout ce qu'ils ont à dire pour dire que c'est pas raciste, moi je trouve que c'est vachement léger. En fait, c'est un peu hypocrite. Parce que si on pense qu'il y a une composante génétique importante dans ces choses-là et que cette composante génétique importante, c'est vraiment du déterminisme fort, c'est pas parce que vous ne pouvez pas appliquer votre score pour mesurer ça dans une population qu'il n'y a pas un déterminisme dans l'autre population. Donc on a envie de leur demander, est-ce que la stature, par exemple, est-ce que vous pensez que les différences de stature moyenne entre, d'une part, les Serbes et les Hollandais qui sont les plus hautes statures d'Europe et d'autre part les Grecs et les Portugais qui devraient faire partie des statures les plus petites d'Europe. Est-ce que vous pensez que c'est purement environnemental? C'est très plausible. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une composante génétique? Je ne sais pas ce qu'ils répondraient. S'ils auraient s'ils ont l'honnêteté de dire, ben oui, non, on ne sait pas, et ça peut être que de l'environnement, parce qu'en fait, on sait très bien que c'est extrêmement plastique sous l'effet de l'environnement, toutes ces choses-là, ils sont en train de détruire complètement l'intérêt de regarder les scores de prédiction génétique. Donc, pourquoi est-ce qu'ils le font? Bon, à part que ça se publie bien, on ne sait pas. Bon, les données sont disponibles, c'est rigolo, ça se publie bien, ça buzz, ça permet de faire une belle carrière. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'ils pensent que vraiment ça sert à quelque chose? S'ils pensent que ça sert à rien, bon, je sais pas. Alors, je reviendrai sur à quoi ça sert tout petit peu après, parce que j'ai un petit extrait d'un truc de Vischer. Alors, même au sein de la population, donc même dans la population, entre guillemets, homogène, parce que ça, c'est Yuka Biobank, donc c'est des Anglais. Est-ce que les Anglais, est-ce que c'est une population homogène? Le United Kingdom, la réponse est politique, en l'occurrence. Ou c'est une question de définition, quoi. Mais donc, vous voyez qu'effectivement, en gros, les effets génétiques n'ont pas l'air, par exemple, sur le nombre d'années d'études. Alors, ça, c'est le R carré. Donc, en gros, d'une part, ça n'explique pas grand-chose. Et puis, en gros, quand vous êtes dans le quartile supérieur de socio-économique statut socio-économique, ça explique beaucoup moins que là-dedans. Donc, bon. En gros, la morale serait, on peut s'arrêter là peut-être, et puis dire qu'il suffit d'améliorer l'environnement de tout le monde et ça va bien se passer, quoi. Je sais pas. Et pour le BMI, alors c'est les effets de l'âge. Body mass index, indice de masse corporelle, indice de Kepler. Nous revenons aux fondamentaux de la biométrie. C'est l'effet de l'âge. Alors, vous voyez qu'en fait, plus vous êtes vieux, moins il semblerait. Alors, j'ai pas mis les mêmes graphes avec l'héritabilité, mais l'héritabilité suit le même genre de pattern. En gros, il semblerait que voilà, plus vous pouvez, plus les effets de l'environnement s'imposent sur les effets du génome. Évidemment, il y a des exceptions, hein, il y a des cas d'obésité monogénique, des choses comme ça, hein, mais c'est vraiment très exceptionnel. Si on parle de la variation en population, voilà, l'effet de l'environnement finit par s'imposer. J'aime bien Hall, ce quatrième quartile, un peu vexant là, Mustapha Vib. Bon, bref, ceux qui sont dans le quatrième quartile lèvent la main. Voilà, je sais plus, j'avais peut-être autre chose à dire là-dessus. Je sais plus. Alors, à quoi ça peut servir? Alors, à sélectionner des reproducteurs. Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, ça marche bien sur le bovin. Faites gaffe à ce qu'on ne vous le fasse pas aussi. Sans aller jusque-là, donc effectivement, ça permet de prédire le phénotype des enfants en moyenne. En gros, si vous avez des parents, vous sélectionnez des reproducteurs qui ont certaines qualités. Alors évidemment, vous allez voir apparaître ces qualités chez les enfants et puis vous pouvez prédire la moyenne du phénotype des enfants. Ça marche d'autant mieux, par exemple, pour le bovin laitier, que
en fait, c'est pas la moyenne. On sélectionne surtout le taureau, en fait, hein, le reproducteur mâle, et on le sélectionne donc pas sur sa production laitière, évidemment, mais sur la production laitière de ses premières filles au départ. Alors maintenant, ils utilisent aussi des marqueurs génétiques. Donc là, ça marche évidemment de manière spectaculaire, puisqu'on mesure directement l'héritabilité par le succès du schéma de sélection. Donc en fait, c'est tautologique, évidemment, que ça marche très très bien. Bon, alors, Emmanuel Génin m'a envoyé hier la référence d'un papier sur des Holstein en Iran, où selon les environnements, ça marche plus ou moins bien. En fait, alors, les Holstein ont été ultra sélectionnés pour avoir une production laitière absolument gigantesque. Il faudrait, je ne connais pas les chiffres, mais si on regarde par rapport aux espèces souches qu'on avait, disons, au début du XXe siècle, c'est absolument délirant, hein, la différence de production laitière. Mais quand on change d'environnement, et quand les environnements sont plus aussi bien contrôlés, parce que voilà, évidemment, ça marche très bien quand l'environnement est très contrôlé pour tout le monde. Dans les populations sauvages, dans les populations humaines, c'est pas du tout si évident que ça marche aussi. Bon. Et donc, oui, cette histoire de Holstein en Iran, où les environnements très variables, c'est vrai que ça bouge pas mal, mais j'ai pas eu le temps de vraiment lire le papier, donc j'ai rien pioché dedans. J'ai zappé. Alors, la sélection des écoliers, alors, notre ami Laurent Alexandre nous proposait non pas de sélectionner les reproducteurs, mais d'encourager les femmes scientifiques à avoir plus d'enfants. Hein, parce que sinon, comment, ou les cadres, oui. Ou cadres, oui. Enfin bon, voilà, il fallait pas laisser que les femmes du peuple fassent des enfants, sinon ça allait être dramatique. Il fallait que les scientifiques en fassent, donc il fallait leur offrir la congélation des ovocytes. Pas du tout intéressé le mec. Bref. Et donc, alors, ce papier de Vischer, qui est un papier qui est en fait en écho au bouquin un papier tout récent, hein, en écho au bouquin de Catherine Page-Jordan, dont Philippe parlait tout à l'heure. Alors, il propose deux applications dedans. Alors, une première implication, et aussi quelque chose qui est proposé, pas de la même façon, mais aussi dans la frequently asked question du papier sur l'education attainment. Première application qui est en fait quand vous étudiez l'effet de l'environnement, vous allez pouvoir contrôler sur les effets génétiques. Alors ici, une étude qui est en gros en Hollande, hein, en Netherlands, une étude qui est faite sur les jumeaux, où on se rend compte que si les deux jumeaux n'ont pas été orientés au même âge, c'est un bénéfice pour celui qui a été orienté le plus tard. C'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer sans faire l'étude, mais enfin au moins ça chiffre. Bon, bref, donc il dit en fait là, le jumeau, le fait de prendre des jumeaux, ça a servi à contrôler sur le génome. Alors on aurait pu contrôler de manière plus directe avec un score polygénique. Alors sûrement beaucoup moins bien qu'avec un score polygénique. Et puis, oui. Alors dans cette fameuse frequently asked question, là, ils prennent l'exemple de si on voulait évaluer l'effet de preschooling, l'effet de l'école maternelle pour tous, quoi. Ça aurait un certain coût parce que pour une certaine taille d'études, c'est tant par enfant. Et puis donc, si on peut prendre un effectif plus petit, et c'est possible grâce au score polygénique d'avoir un effectif plus petit et de mieux pour estimer les effets avec la même précision. Et donc, on va réduire le coût par temps. C'est vraiment c'est hyper éthique, quoi, de dire s'il y a bien un intérêt à ces études-là, c'est d'offrir le preschooling à tous les enfants de l'étude, c'est déjà ça. Non, mais je sais pas, non, mais sans déconner, je trouve vraiment ça un intérêt extrêmement marginal, enfin vraiment. Et en plus, on sait que ça a un effet, quoi, en fait. Donc, peut-être qu'il est faible, mais peut-être qu'il est moins important que ce qu'on espère. Mais enfin, on peut le mettre en place, on verra après. Enfin, je sais pas, c'est très naïf de ma part, mais on sait bien que réduire, enfin, augmenter le taux d'encadrement, orienter plus tardivement, etc. C'est du bon sens, quoi. Bref.
Et alors, dans ce passage qui est final dans son papier, que j'ai cité ici, il fait bienvenue à Gattaca. C'était censé être une dystopie. Il dit, en fait, plutôt que de faire... en fait, il dit, bon, on oriente déjà sur des tests les gens. Alors, ce serait beaucoup plus égalitaire de les orienter sur leur score génomique, quoi, parce que dedans, dans le score génomique, vous n'avez pas les effets de l'environnement parental, et donc ça va permettre c'est plus égalitaire. Alors, c'est assez extraordinaire, en fait, je trouve, parce que si on tient ce discours-là, on est vraiment en train d'admettre que le système éducatif et son orientation, c'est complètement pourri. Donc, plutôt que de réformer, c'est complètement pourri, oui, il y a vraiment un truc qui ne va pas, quoi, et que c'est extrêmement injuste, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal orientés, que ça leur fait du tort, etc., et bon, machin, etc. Donc, on sent que si on lit le papier, on peut même. Enfin, j'ai un collègue qui m'a dit, oui, on sent qu'il a un ressentiment sur son vécu, parce qu'il parle quand j'étais enfant, il Irlande, etc. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, il n'est pas ami du système éducatif, mais au lieu de dire, on va réformer, enfin, il faut vraiment réformer en profondeur ce système, et peut-être éventuellement, à la limite, ce qu'il pourrait dire, c'est que le PGS démontre que le système n'est vraiment pas égalitaire, etc. Mais plutôt que de le réformer, enfin, il suggère de mettre en place vraiment un tri sur les PGS, alors que bon, on voit bien que justement cette influence du socio-économique background montre que si on donnait un bon socio-économique background à tout le monde, ben voilà, bon, on pourrait avoir un bien meilleur outcome sur cette question. Après, on peut s'interroger d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un bien meilleur outcome, enfin, discuter, hein, est-ce que c'est vraiment pourquoi je reparlerai à la fin, quoi, pourquoi autant d'intérêt accordé à cet outcome-là, à ce trait-là, l'éducation attention. Alors, un petit retour sur l'héritabilité, mais ça vaut aussi sur les scores de prédiction, en fait. Hein. Donc, est-ce que la tuberculose est une maladie génétique? Oui, non. Alors, si vous essayez d'utiliser l'héritabilité pour répondre à cette question, vous n'allez pas bien répondre, quoi, parce que dans une population exposée, on va estimer l'héritabilité de la réponse positive à un test cutané hein, à 70%. Maladie génétique. Alors, en fait, c'est quoi ce résultat? Donc, est-ce que c'est que les jumeaux sont plus... Est-ce que c'est de la similarité accrue entre les monozygotes par rapport aux dizygotes, ou est-ce que c'est vraiment l'effet du génome? Bon, on peut supposer que ce soit l'effet du génome, puisque des facteurs génétiques dans les différences de réponse à l'exposition au Mycobacterium tuberculosis sont connus, ont été démontrés, et sont importantes. En fait. Donc, mais ce n'est pas pour autant que c'est une maladie génétique. Et évidemment, si vous voulez lutter contre la tuberculose, ce n'est pas en sélectionnant des reproducteurs qui sont résistants ou en calculant les scores de risque des gens, c'est par les antibiotiques et en essayant d'éradiquer l'agent infectieux. On peut faire l'erreur inverse. On peut faire l'erreur inverse. Une maladie réciproque. Ce modèle étant basé sur l'additivité complètement et sur la normalité des traits, etc. Si vous calculez l'hérédité d'une maladie récessive, vous allez trouver une héritabilité de 30%. Non donc, c'est pas. Ben, oui, si, pourtant, là, une maladie récessive, donc avec vraiment un mécanisme purement causal, purement génétique, vous allez trouver une héritabilité de 30%. Vous êtes vraiment très mal informé par l'héritabilité. Bon, là, évidemment, il n'est pas question de score de risque dans ce cas-là. Mais voilà. Donc, en fait, voilà, on peut rien, on n'est pas du tout informé sur le rôle relatif des gènes et l'environnement, c'est pas du tout ça. Donc ça, ce sont des écarts à l'additivité, en fait, tout ça. Ça, c'est de l'interaction gène-environnement. Ça, c'est un écart complet au modèle additif, gaussien, etc. Bon, dans ce cas-là, ça n'a vraiment plus aucun sens. Et ces écarts, ils sont partout, en fait, ils sont omniprésents. Donc, y a pas de... Si on revient sur cette histoire de jazz, bon, évidemment que l'exposition au jazz et le potentiel
réceptivité au jazz, réceptivité génétique au jazz, ne sont pas des choses qui agissent additivement, quoi. Évidemment que si vous éradiquez le jazz, donc vous pouvez éradiquer le méthathorium tuberculosis, alors plus personne n'écoutera le jazz. Si c'est ça le but, c'est d'éradiquer les gens qui écoutent le jazz, voilà la solution, c'est d'arrêter d'enregistrer des disques de jazz. Bref, donc, et ça ne permet pas non plus, on va le voir après, alors je vais finir là-dessus, ça n'a aucun sens de calculer l'héritabilité d'une maladie si cette maladie, c'est un mosaïque de maladies qui ont des étiologies différentes, même si elles ont des manifestations similaires. Par exemple, le diabète, pendant longtemps, ça a été le diabète, diabetes mellitus, le diabète sucré. Et puis, on a très vite suspecté, surtout à partir des années 1930, à partir du moment où on a commencé à traiter les gens avec de l'insuline, il y a des gens qui répondent au traitement, des gens qui ne répondent pas au traitement. Et puis, ça coïncide avec des âges de début différents, c'est-à-dire des gens qui ont des âges de début très jeunes, et puis et qui, eux, sont plutôt des gens qui répondent au traitement. Ça, c'est la forme immunitaire du diabète, auto-immunitaire du diabète. Et puis, les gens qui ont le diabète de type 2, c'est des âges de début plus tardifs. Et eux, on ne les traite pas par le diabète. Donc, on a suspecté assez longtemps ça. Et puis, quand on a découvert, en fait, le rôle de HLA, en fait, des sérotypes HLA, donc de l'immunité vraiment dans le diabète, on a, dans les années 70, séparé vraiment de manière catégorique diabète de type 1, diabète de type 2. Et puis là, bon, je vous ai mis des formes exotiques, ici, Modi, LADA, etc. Bon. Et tout ça, évidemment, on met tout ça dans un sac, calculer l'héritabilité, ça n'a pas de sens. Mais faire un score de risque sur le mélange, ça n'a pas de sens non plus, quoi, parce que un score de risque qui mélangerait les deux, bah, il va très très mal prédire. Et donc, en fait, on ne sait pas si c'est la fin de l'histoire. Est-ce que le diabète de type 1, est-ce qu'il y a... Ok, c'est une forme auto-immune, c'est les cellules du pancréas, certaines cellules du pancréas qui sont attaquées par ces cellules immunitaires. Dans tous les cas, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a une seule manière pour le génome d'être susceptible de faire ça? Bon, alors, sans parler des effets, ce que je disais tout à l'heure sur la tuberculose, ça peut être vrai aussi sur le diabète, puisque les expositions à certains virus peuvent être suspectées comme étant des facteurs déclenchants du diabète. Donc voilà, ça n'a vraiment aucun sens. Et puis, les scores de risque, ben voilà, donc, ça n'a pas marché. Bon, je vais passer sur la fin. Là, ça, c'est un petit dada personnel. Effectivement, hein, si vous avez 1% des cas qui est une forme récessive rare, vous n'allez vraiment pas la voir en fait, avec la manière dont on recherche maintenant les facteurs de risque. Vous allez vraiment passer à côté, quoi, en fait. Et peut-être que ce serait plus intéressant que de faire des facteurs de risque, en fait, au moins pour ces patients-là, les patients qui auraient une forme récessive rare. Un petit truc, effectivement, si vous avez cette forme d'interaction gène-environnement, où l'outcome final, le produit final, c'est le minimum entre les effets génomiques et les effets environnementaux. Imaginez que ce soit la présence d'un certain métabolite dans vos urines. Bon, pourquoi pas, hein. L'environnement, c'est ce que vous ingérez. Alors, évidemment, si vous ingérez rien qui peut produire ces métabolites, il est absent de vos urines. Et puis, l'effet du génome, c'est l'efficacité de la chaîne enzymatique qui va produire ces métabolites. Alors, évidemment, c'est là une efficacité catastrophique. Vous ne trouverez pas non plus ce métabolite, ça va être excrété sans être métabolisé. Donc, ou ça va s'accumuler dans l'organisme, peu importe. Et donc, dans un modèle comme ça, si vous avez une exposition très forte, vous allez voir apparaître l'effet du génome, donc vous allez avoir une forte corrélation entre parenthèses, vous allez calculer une héritabilité élevée. Et puis, dans une population, les moyennes de E sont faibles, il y aura une faible corrélation entre parenthèses. Donc voilà, vous pouvez toujours faire des scores de prédiction là-dessus. Si vous n'avez pas l'effet environnemental, ça ne sert à rien. Si l'effet environnemental est très hétérogène dans la population, ça va très mal prédire. Si vous avez de la corrélation entre gène et environnement dans la population, c'est une catastrophe. Dans un modèle comme ça, vous êtes vraiment largué. Donc, même si on ne fait pas si on croit, si on dit oui, mais là, vous chipotez, moi, le modèle additif, il me paraît quand même, peut-être pas vrai, mais suffisamment proche de la réalité pour rester utile. Mais même là,
même dans un modèle comme ça, l'effet de G sur P, il peut être médié par des choses qui sont sujettes, enfin, sur lesquelles on peut intervenir. Hein, tout à l'heure, je parlais du tabac et du fait qu'effectivement, l'addiction au tabac peut être en partie, peut avoir une composante génétique. Bon, les politiques de santé publique peuvent aussi influencer dessus. Donc, si la outcome, c'est le cancer du fumeur, bon, c'est évident que regarder ça avec uniquement une flèche comme ça, sans regarder la variable intermédiaire, ça n'a pas de sens. Et en particulier, et si on ne sait pas quelles sont ces possibles variables intermédiaires, conclure que les effets du génome sont, voilà, sont une causalité intangible et qu'on ne peut pas intervenir là-dessus, c'est complètement erroné. Dans tous les cas, voilà, il n'y a vraiment aucun moyen de conclure, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, donc ces histoires d'héritabilité ou de corrélation significative entre le score de prédiction génomique et la variable qui est, entre guillemets, intéressante, donc qui intéresse en tout cas les personnes qui travaillent dessus. Non seulement ça ne permet pas de conclure quant au caractère génétique ou non, quoi que ça veut dire, du trait, mais ça ne permet pas de conclure quant à la possibilité d'intervenir sur l'environnement. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose est très héritable ou très bien prédit par un score, ou serait très bien prédit par un score de prédiction génomique, qu'un changement d'environnement ne va pas complètement modifier ça de manière complètement impensable. Alors, le cas de la stature, ben effectivement, en fait, là, ça s'arrête dans les années 80, mais je crois que donc, ce graphe, que j'ai mis faute de mieux, montre qu'on a gagné plus de 10 cm de stature moyenne en fait, c'est même, selon les données dans lesquelles on regarde, c'est 2 écarts types en un siècle. Donc, pour quelque chose dont l'héritabilité était estimée à 1 au départ, à 100%, par les premiers héritabilistes, qui aujourd'hui reste estimé comme, je ne sais pas, selon les auteurs, ça sera 60%, 80%, etc. Donc, en fait, il suffit d'améliorer l'environnement et vous allez l'améliorer de manière vraiment absolument spectaculaire. 2 écarts types, c'est-à-dire on a complètement déplacé la distribution des statures. Et on ne l'a pas fait en sélectionnant des reproducteurs. On l'a fait en améliorant l'environnement. C'est la même chose pour le diabète, de manière générale, des maladies auto-immunes, dont l'incidence a augmenté au fil de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec une des causes, on ne sait pas en fait, on sait pas, alors les causes environnementales, évidemment, ce n'est pas la composition génétique des populations qui s'est modifiée. Voilà. Alors les causes environnementales, on peut discuter longuement. Il y a des hypothèses. Est-ce que c'est donc la fameuse hygiène hypothésis qui dit en fait notre système immunitaire n'étant plus exposé à certains agents pathogènes comme les parasites, en fait, les parasitoses, ça perturbe son fonctionnement et ça rend ces pathologies plus courantes. Peut-être aussi, alors, le diagnostic qui évolue, qui est plus posé pareil aussi au fil du XXe siècle. Récemment, on a beaucoup parlé comme de souches virales qui se répandent dans les populations, etc. Et donc, on sait très bien que, par exemple, le virus d'Epstein-Barr ou d'autres virus peuvent jouer un rôle dans le départ de ces maladies-là. Donc, pourquoi pas l'apparition de souches virales qui sont dans ces virus dont l'infection est la plus souvent asymptomatique, bénigne. Bon, bref, pourquoi pas l'apparition de souches virales quelque part au cours du XXe siècle et qui aurait pu changer vraiment l'incidence de ces maladies. Bon, je ne sais pas, toutes hypothèses sont possibles, mais c'est pas le génome qui explique ça, et c'est pas le génome qui permet de prédire ce qui va se passer après. Est-ce que ça va redescendre, ça va continuer à monter? Je ne sais pas. Alors, j'ai dû oublier plein de trucs que je voulais dire. Alors, Abdel Abdelaoui, oui, donc quelqu'un qui fait de la génétique, j'aime beaucoup.
qui fait de la génétique, de behavior genetics, quoi. Alors, et donc, c'était le Snips Don't Kill People, quoi. Donc, vraiment, c'est le truc de la NRA, quoi. C'est pas les armes qui tuent, hein, ce sont les gens qui tiennent les armes. C'est quand même assez dingue de ne pas se rendre compte qu'on est en train de paraphraser ce slogan. Voilà, donc en fait, ces gens vraiment pensent qu'ils n'ont aucune forme de responsabilité, que ils ont vraiment, et il n'est pas le seul, quoi, vraiment, ils font tout bien. Alors, si on creuse un peu, chez certains, c'est un discours, on est en train de parler entre nous, les scientifiques. Et donc, le grand public ne devrait pas tellement s'intéresser à ce qu'on dit entre nous, parce que on est en train de brasser des idées entre nous, et ça ne devrait pas vraiment avoir de retombées. En fait, pour moi, le plus grand danger de ces études-là, c'est pas des mecs comme le tueur de Buffalo, même si c'est pas anodin, il faut dire ça, mais pour moi, je suis absolument persuadé que le bouquin de Catherine Page Jordan, c'est quelque chose qui est lu par des décideurs, hein, par des hommes politiques, et qui se font une idée de ce que doivent être les politiques natalistes, les politiques éducatives, à partir de ces idées qui sont diffusées par ces études, en fait, et, que ce qui va en sortir, que ce qui en a déjà sorti, parce que c'est pas nouveau, n'est pas positif, en fait, pour ces politiques-là. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas, en fait, alimenter l'idée d'un déterminisme biologique qui est très social, quoi, en fait, sans en même temps alimenter le racisme, voire des fantasmes d'une nature, disons, apparentés à l'eugénisme. C'est pas possible. Donc, effectivement, quand tu disais c'est une eugéniste de gauche, quoi, une espèce d'oxymore, quoi. Je pense que ces gens-là, s'ils ne sont pas hypocrites, se trompent vraiment, vraiment, vraiment lourdement. Alors, c'est pas les mêmes que ceux qui disent, ah oui, on parle entre nous, hein, évidemment. Je suis passé de l'un à l'autre. Bon. Mais je pense que s'ils imaginent que ça va faire aller les politiques publiques dans le bon sens, ils se trompent lourdement. Alors, j'ai d'autres questions. Hein, en fait, si on veut pas faire des thérapies géniques aux gens pour qu'ils aient des meilleures notes à l'école, ou si on ne veut pas sélectionner les reproducteurs pour que les enfants aient des meilleures notes à l'école, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au déterminisme génétique? C'est vraiment extrêmement curieux. Sachant que voilà, les réponses qui ont été données, ces histoires de réduire les coûts des études sur les facteurs environnementaux, ça me paraît vraiment ça me paraît assez hypocrite et vraiment très très peu convaincant, quoi, en fait. Donc, on peut vraiment s'interroger, en sachant que je pense qu'il y a des gens qui souhaitent. Bon, Vischer le montre bien, il dit bien, moi je voudrais en fait trier les gens là-dessus. Donc, lui, il souhaite vraiment l'utiliser. Et puis pourquoi ces résultats, pourquoi ça fait des sciences à des natures? Et il y a vraiment, moi je pense qu'il y a eu un moment, il y a une dizaine d'années, hein, où ce sont ces journaux-là qui ont décidé que ces études-là étaient sexy, quoi, en fait. Et alors pas seulement parce que ça buzz dans le public, donc ça fait mais si au lieu de publier par Science et Nature, c'était publié par des revues de behavior genetics de troisième zone, en fait, bah, ça n'aurait jamais atteint déjà ces tailles d'échantillons-là, en fait. Et, euh, et ça n'aurait pas cette publicité-là non plus dans la presse. Donc, sachant qu'en plus, elles sont, alors effectivement, tout à l'heure, on a parlé de l'homosexualité. Alors, j'ai pas lu la toute dernière, j'avais lu la première, qui était d'une qualité, mais effectivement, c'était dégueulasse. Un GWAS comme ça sur n'importe quel autre trait, ça aurait jamais été publié. C'est moins dégueulasse
sur l'educational attainment, mais bon. Mais quel intérêt ça a, quoi, vraiment, quel intérêt ça a, et pourquoi est-ce qu'on considère que c'est intéressant? Alors, il y a des éléments de réponse, c'est de toute façon, non, je sais pas, en fait. En fait, non, j'allais dire, c'est parce qu'on est obsédé par le QI et par, on est une société technologique et qui veut se reproduire dans la technique et qui veut donc former des bons cadres, des bons techniciens, des bons ingénieurs. Mais je ne suis pas sûr qu'une étude environnementale qui montrerait des tailles d'effets comparables aurait le même effet, quoi. Vous ne voyez pas le grand titre demain, 3 ans supplémentaires de pre-schooling augmente, il y a une corrélation de 0,0, enfin, de 0,2 sur l'education attainment, ça ne fera pas un titre gigantesque pareil. Donc, ou augmenter de 100 € par mois les allocations familiales, augmente le nombre d'années d'études de 4 mois en moyenne, donc tu vois, ça ne va pas faire les gros titres, c'est pas ça qui intéresse. Donc je pense qu'il y a vraiment, aussi, il faut se poser la question d'une part de fascination morbide aussi pour justement le déterminisme génétique des traits sociaux et vraiment interroger ça, effectivement. Bon, j'ai oublié la moitié de ce que je voulais dire, mais je crois que j'ai déjà été trop bavard. Donc. Merci.